Bonjour à tous et bienvenue donc, à cette webconférence. On va débuter. Donc, je m'appelle Laura Bach, je suis chef de projet marketing au sein d'XL Group. Et aujourd'hui, avec Emmanuel Parzi, nous allons vous parler, il va surtout, lui, vous parler des outils d'amélioration du poste de travail. Hop. Donc, je vais simplement vous faire quelques rappels concernant le fonctionnement de la plateforme. Donc vous pouvez à tout moment poser vos questions qui seront traitées à la fin. Nous garderons 10 à 15 minutes pour les traiter donc, dans le petit panneau en bas à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vraiment commencer à les poser tout au long de la webconférence. Alors, je vais me permettre de vous faire juste un petit tour sur qui sommes-nous. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et de formation qui est spécialisé dans les démarches d'amélioration des performances. Nous avons un volet conseil et formation. Donc, et nous avons également des locaux à Grenoble, Paris et une filiale en Suisse qui a été ouverte en 2014. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur l'entreprise, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais laisser Emmanuel se présenter et démarrer cette webconférence. Bonne conférence à tous. À tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. J'active juste la vidéo pour que vous puissiez me voir. Voilà, j'espère que tout fonctionne. Je vais me présenter un petit peu rapidement. Je suis Emmanuel Parzi, consultant chez XL depuis bientôt 3 ans, dans lequel j'interviens en entreprise pour faire mettre en œuvre les outils dont nous allons parler, et puis aussi pour faire quelques formations dont nous allons parler un petit peu. Donc nous allons parler des outils sur les postes de travail. Je vous présente juste un peu le programme de la formation. Je vois aussi qu'il y a un certain nombre de noms de gens que je connais, donc je leur fais un bonjour un petit peu particulier. Je vais juste rebalayer un certain nombre d'outils. On ne va pas voir tous les outils disponibles dans le livre, on va voir un certain nombre, et puis on va voir un peu comment on peut articuler tout ça. Généralement, lorsque nous intervenons en entreprise, on voit effectivement aussi que beaucoup d'outils sont déjà utilisés, mais plutôt comme une sorte de boîte à outils, plutôt que comme un système de management. C'est-à-dire qu'on utilise des outils un peu comme un catalogue, sans voir l'esprit qu'il y a derrière. Typiquement, nous allons bientôt parler du 5S. Généralement, lorsqu'on pose la question, mais pourquoi vous faites du 5S, la réponse qui nous est faite, c'est pour ranger. Eh ben non, le 5S n'est pas un outil qui est fait pour ranger, on va en rencontrer un petit peu plus, discuter un peu plus profondément plus tard, mais typiquement, le 5S est un outil qui est fait pour récupérer de la place, de la surface dans un poste de travail. Lorsqu'on range correctement un atelier, que l'on passe de 150 m² à 100 m², ben ça fait 50 m² libérés, soit pour faire de la production supplémentaire, ou soit pour faire une activité qui est différente. Donc il faut pouvoir regarder les outils dans leurs besoins, quel est l'objectif de l'outil, et pas juste, encore une fois, comme un catalogue. Le Lean aussi, on va parler aussi des outils qui sont mis en place, et puis on va avoir 3 principes d'action qui sont autour du Lean, le juste nécessaire. Donc c'est là où on va retrouver en particulier la chasse au gaspillage, dont on fera aussi une petite apporter un petit peu plus tard. Mais on va chercher en fait de faire en sorte d'avoir juste le minimum nécessaire. Alors le juste minimum nécessaire, c'est pas zéro. Parce qu'on entend la formule zéro stock. Si vous avez zéro stock, vous ne pouvez pas travailler correctement. Il faut le juste nécessaire de stock pour pouvoir travailler et être efficace. L'intelligence collective aussi, le deuxième principe d'action. Forcément, à plusieurs, on est plus intelligent que tout seul. Et de la même façon, en tant que technicien du Lean, je ne suis pas l'expert de votre métier. Donc moi, je viens avec des principes de formalisation ou de visualisation des problèmes, mais la vraie solution technique pure et dure, ce n'est pas moi qui vais l'apporter. Je vais sans doute apporter des pistes ou des orientations, mais le fait de pouvoir travailler à plusieurs sur la même solution nous permettra de trouver une solution meilleure que si j'avais trouvé moi toute seule. Et puis, une fois qu'on a trouvé une solution, le but du jeu, c'est pas de se contenter de cette solution-là. On va voir la remise en cause permanente qui fait que, effectivement, dès qu'il y a le moindre problème, on va essayer de profiter de cette opportunité pour chercher à s'améliorer.
Dans une vie antérieure, on avait le réflexe de dire, dès qu'il y avait un problème qui apparaissait, c'était de dire chouette, un problème. C'était une opportunité pour nous de nous améliorer. Alors, les outils, je vous montre un peu une petite liste d'outils avec les thèmes sur lesquels on pourrait les utiliser. Donc vous voyez qu'il y en a un certain nombre, allez voir même un nombre important. Donc encore une fois, on ne va pas tous les balayer, mais nous allons nous allons passer quelques-uns. Mais vous voyez que chacun de ces outils sont passés dans une catégorie pour un objectif qui est derrière. Par exemple, l'optimisation de la valeur, résoudre des problèmes, viser la production sans défaut. Donc un certain nombre d'outils qu'il va falloir utiliser à bon escient. Les objectifs qu'on va rechercher lorsqu'on met en place une démarche Lean, en fait, ils sont de plusieurs ordres. Mais le premier, ou l'un des principaux, en tout cas, ça va être l'optimisation des flux et des processus, de manière à réduire les délais, faire en sorte que le temps de traversée de mon processus soit le plus rapide possible, et par là même, ce qu'on appelle augmenter l'efficience du processus, donc c'est-à-dire le temps en valeur ajoutée dans mon processus par rapport au temps où mon produit ou mon service passe de mon processus. Donc c'est un objectif qu'on va chercher à faire, à résoudre et à réduire de manière forte. Et un des outils qu'on va mettre en œuvre, en fait, c'est faire en particulier la chasse au gaspillage. Alors si vous regardez bien, il y a un petit piège dans le slide, il y a une petite erreur, je vous laisse la chercher, et ce sera peut-être une des questions que vous me poserez à la fin de la présentation, pour me dire où était l'erreur dans ce slide-là. Mais effectivement, on parle de la chasse au gaspillage, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature standard du Lean, où l'objectif est en supprimant les gaspillages, en supprimant tous les temps d'attente, par exemple, tous les mouvements inutiles, et on va faire en sorte que l'opérateur, l'employé, va se concentrer sur la valeur ajoutée de ce qu'il a à faire. Et les outils qu'on va regarder, qu'on va mettre en œuvre, vont s'appliquer à cette mise en œuvre. Je vous ai présenté cette gaspillage, donc c'est ce que l'on retrouve dans la littérature d'origine Toyota, on va dire. Et puis en fait, il y a surtout un huitième gaspillage qui va rejoindre l'intelligence collective, entre autres, c'est la gestion des ressources, des idées et des compétences. Encore une fois, beaucoup de choses peuvent venir du terrain. Les solutions seront d'autant plus efficaces et efficientes. Et on a aussi une capacité de trouver des solutions innovantes qui viennent du terrain. Et il faut surtout ne pas hésiter à en profiter. Alors, nous allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de quelques outils que je vais présenter. Et puis, on va commencer par le 5S qui est le camp de base. Donc, ce qu'on dit, c'est le camp de base, parce que c'est généralement par là que l'on commence une démarche Lean, parce que c'est un outil qui est très visuel. Et pour illustrer un petit peu mon propos, je vais essayer de sortir un peu du contexte manufacturing et puis utiliser, on va dire, la métaphore de la cuisine. Je vais essayer d'illustrer un petit peu tous mes propos par rapport à qu'est-ce qui pourrait se passer dans votre cuisine et voir un peu comment on pourrait le sortir. Comme ça va nous sortir du manufacturing et ça peut nous ouvrir l'esprit sur d'autres choses. Alors, le 5S, je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Donc, c'est 5 mots japonais avec des initiales en S. Donc, après, on peut s'amuser à les retenir en japonais, mais ce qu'il faut surtout, encore une fois, c'est retenir l'état d'esprit qu'il y a derrière. Donc, les premiers S, on va retrouver supprimer, ranger, nettoyer, standardiser, pérenniser. Et puis, on va regarder un petit peu à quoi ça correspond. Alors, l'étape numéro 1, le premier S, trier, éliminer. Et si je regarde un peu ce qui se passe dans ma cuisine, le but du jeu, en fait, c'est de débarrasser tout ce qui ne sert à rien. Par exemple, le couteau à huître qui ne sert qu'une fois par an lors des fêtes de fin d'année, il n'est pas obligé d'être au milieu de mon tiroir avec tous les couverts ou à chaque fois je risque de me couper. De même façon, si on reste sur les paillettes de fin d'année, le moule à gâteau en forme de Père Noël, il ne me sert qu'une seule fois dans l'année, il faut éviter qu'il encombre ma cuisine. La collection de boîtes de Tupperware où vous en avez 50 exemplaires différents et puis en fait il n'y en a que 2 ou 3 qui servent, peut-être qu'il va falloir en jeter. En plus, le plastique commence à être un petit peu fendu. On peut retrouver aussi des produits périmés. Dans une cuisine, on a des dates de péremption. Il faut bien veiller aussi à faire en sorte que les produits qui sont périmés ne soient plus disponibles pour pouvoir être mis en place dans une recette. On peut retrouver aussi, par exemple, les appareils saisonniers, l'appareil à raclette, l'appareil à fondue. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses que l'on peut retrouver sur votre poste de travail, donc votre cuisine,
dans lequel en fait, beaucoup de choses sont inutiles au quotidien. Et je ne parle pas des tiroirs qui sont pleins de documents et ainsi de suite, où il faut avec des documents qui datent le programme du cinéma d'il y a 2 ans, les horaires de train ou du bus qui datent d'il y a 4 ans. Donc beaucoup de choses, beaucoup de place est occupée par des objets inutiles. Une fois que j'ai trié et éliminé, je vais commencer à ranger. Mais ranger, le but du jeu, c'est pas ranger pour mettre les choses à une place certaine, c'est en fait, je vais ranger avec une certaine logique. Le but du jeu étant d'éviter des pertes de temps, d'assurer la qualité et d'assurer la sécurité. Éviter les pertes de temps, effectivement, je vais essayer de mettre les choses que j'utilise tous les jours accessibles. Tout ce que j'utilise tous les jours, ça va être plutôt à hauteur d'homme. Tout ce que je vais utiliser un peu moins souvent, je vais peut-être le mettre en hauteur, par exemple. Pour assurer la sécurité aussi, je vais faire en sorte que les objets ne puissent pas me tomber sur la tête. La cocotte en fonte qui pèse 3 ou 5 kg, c'est pas forcément l'ustensile que je vais mettre en hauteur. Comme quand j'ai essayé de le sortir de mon placard, de mon étagère, ça va me tomber sur la figure. Les câbles électriques des appareils électroménagers qui sont enroulés ou qui sont mal rangés et qui peuvent entraîner avec eux la chute d'autres objets. Et aussi tout ce qui est objet coupant, par exemple, ou pointu, les couteaux, les pics, les fourchettes, et ainsi de suite. Donc, je vais les ranger d'une certaine façon pour, quand je vais en avoir besoin, je risque pas de me blesser. Et c'est la sécurité, donc là, c'est la sécurité personnelle, mais ça peut être aussi la sécurité des produits. Quand je parle assurer la sécurité ou aussi la qualité des produits, par exemple, encore une fois, nous avons des produits qui sont périssables dans la cuisine. Il va peut-être falloir les mettre à l'abri de la lumière, mettre à l'abri de la température. Et aussi, je reviens un peu sur la partie sécurité, dans la cuisine, on va essayer d'organiser ma cuisine de manière à ne pas mélanger tout ce qui est produit de nettoyage, l'eau de javel, liquide vaisselle, et ainsi de suite, avec les produits alimentaires que je vais manger. Donc voilà, vous voyez que en fait, si je transpose ça un petit peu dans l'atelier ou sur mon poste de travail, si je suis un employé, il y a beaucoup de choses que on peut faire le lien entre ces deux parties-là. La partie nettoyée, alors généralement aussi on nettoie avant de ranger, c'est aussi un peu de bon sens, mais ce qu'on va surtout chercher derrière, c'est éliminer les sources de salissure. Encore une fois, c'est une petite lapalissade, mais pour éviter de nettoyer, je vais essayer déjà de ne pas salir. Ça va être quelque chose qu'on va essayer de mettre en place. Mais après, par contre, une fois que c'est sali, je vais essayer de regarder comment je peux faire pour ne pas avoir en tout cas, le nettoyage soit facile. Encore une fois, si je prends encore l'illustration de la cuisine, les feuilles d'alu que vous mettez sur votre gazinière lorsque ça déborde sur la gazinière, c'est plus facile d'enlever la feuille d'alu plutôt que d'aller frotter avec votre éponge et gratter fortement. De la même façon, si votre vistre du four est sale et que vous ne la nettoyez pas régulièrement, et en fait, lorsque vous faites un soufflet, vous êtes obligé d'ouvrir la porte du four, le soufflet va retomber. Donc en fait, le fait de ne pas pouvoir inspecter et regarder régulièrement ce qui se passe dans votre four va détériorer votre recette. Donc ça, c'est plutôt des choses simples, mais on peut aller sur des choses un peu plus dangereuses, par exemple. Le tuyau de votre gazinière, s'il est tout sale et que vous ne pouvez plus lire la date de péremption, là, vous avez des risques de sécurité qui interviennent de manière évidente. Donc encore une fois, et puis une autre chose simple, par exemple, lorsque vous manipulez votre papier de farine, c'est bien aussi de le mettre dans un petit contenant qui peut récupérer un peu toute la farine qui tombe à côté pour éviter encore de renettoyer. Donc là, vous voyez les principes. On va, par ces outils-là, essayer d'organiser correctement ma cuisine. Standardiser. Donc là, c'est le fameux adage, chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. L'objectif étant de pouvoir retrouver les éléments rapidement et aussi les ranger rapidement. Combien de fois mes enfants m'ont dit en rangeant le lave-vaisselle, je ne sais pas où ça se range. Parce que ce composant-là, cette poêle, cette casserole, en fait, il n'y a pas forcément un emplacement défini dans la cuisine, ou donc ils ne savent pas trop où le ranger, ou un plat un petit peu exotique, ils ont du mal à ranger. Donc là, l'objectif, encore une fois, de se standardiser, c'est de faciliter le rangement et de le rendre visuel. On va parler un petit peu tout à l'heure du management visuel. L'objectif étant, encore une fois, de simplifier la vie de tout le monde et voir où on en est. Et puis après, le 5e S,
donc qui est plutôt la partie respecter et progresser. Donc on entend surtout la partie respecter. Respecter, ça veut dire auditer ce qui se passe. Alors l'audit de ce qui se passe, de l'organisation que j'ai mis en place, sera d'autant plus facile à mettre en œuvre que mes règles que j'ai utilisées de rangement avant sont d'autant plus simples et d'autant plus faciles à comprendre, sont d'autant plus facilement compréhensibles. Mais voilà, donc mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut faire, et encore une fois, dans le mot progresser, vous retrouvez encore une fois un des 3 principes dont je vous ai dit en parlant du Lean. Encore une fois, le juste nécessaire, l'intelligence collective, et puis là, c'est la remise en cause permanente. C'est pas parce qu'à un moment j'ai défini une façon de ranger que c'est la meilleure et que je ne peux pas trouver une meilleure façon de ranger. Donc voilà, c'est un peu l'illustration du 5S que l'on peut appliquer à la cuisine. Mais en fait, le 5S, encore une fois, je vous ai dit, c'est pas juste un outil pour ranger. L'objectif du 5S, ce n'est pas de ranger. C'est de faire en sorte que mon espace de travail soit le plus productif possible. Et donc que je puisse supprimer un peu les gaspillages, et donc faire en sorte que je vais augmenter l'efficience, l'efficacité de mon lieu de travail. On passera par du rangement, mais le rangement n'est pas un but en soi. Et vous voyez en fait sur le site qu'on peut facilement attaquer les stades de gaspillage que l'on retrouve dans la littérature et puis essayer de s'améliorer. Quelques exemples par exemple de rangement ou de chantier 5S qui ont abouti. Et on peut aller au-delà du 5S pur et dur. Par exemple, vous voyez sur la ligne du haut avec la partie comment. En fait, là, j'ai un stock de tuyaux. Et je mets en plus du ménagement visuel. Donc, mon stock de tuyaux qui était qui avant était rangé un petit peu n'importe comment et pas forcément accessible. Maintenant, ce stock de tuyaux, de tubes en carton est devenu complètement accessible. Donc, quand je dois me servir, je n'ai pas de temps à aller me servir. Et en plus, je peux facilement gérer mon niveau de stock. Quand mon nombre de tubes en carton descend, je commence à prendre des tubes en carton et que mon niveau descend dans le rouge, et ça me donne l'ordre de recommander un certain nombre de tuyaux. Donc je peux faire aussi du management visuel et faire du pilotage en organisant mon poste de travail. Alors après, il ne faut pas forcément tomber dans l'excès inverse. Quand on dit chaque chose à sa place, le but du jeu, encore une fois, de faire du 5S, c'est de retrouver de l'efficience et de l'organisation, pas de brider les gens lorsqu'ils doivent travailler. Mon clavier, s'il est un peu décalé par rapport au scotch, est-ce que c'est ça qui va m'empêcher de travailler correctement? Non. Encore une fois, il faut trouver du bon sens et de l'intelligence collective. Autre outil, maintenant, nous allons regarder un petit peu des outils qui sont plutôt liés au juste à temps. Je vous disais que le Lean va chercher à accélérer le temps de traversée, l'efficience de mon processus. Et on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'analyse de déroulement, qui va nous permettre en fait de regarder les activités les unes derrière les autres pour voir comment elles se déroulent dans le flux. Donc l'analyse de déroulement, ça va être un outil de représentation graphique. Mais encore une fois, maintenant, si j'essaie de reprendre l'analogie par rapport à ce qui se passe dans la cuisine, vous avez tous lu des recettes de cuisine qui vous disent qu'il faut 2 heures de temps de cuisson, mais aussi 30 minutes de préparation. Combien de fois vous avez réussi à tenir les 30 minutes de préparation de votre recette de cuisine? A priori, peu souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, la recette de cuisine suppose que les ustensiles, que les ingrédients sont disponibles et préparés et que vous n'avez plus qu'à faire en sorte de faire votre recette de cuisine. Sauf que dans la vraie vie, dans votre cuisine, les casseroles sont rangées dans le placard, les légumes ne sont pas lavés, ne sont pas épluchés, et ainsi de suite. Donc vous voyez que vous perdez du temps. Donc l'analyse de déroulement va être un outil qui va me permettre de visualiser, énumérer toutes ces étapes-là, et faire en sorte en fait de pouvoir éliminer les gaspillages, ou en tout cas les temps à non valeur ajoutée. Donc on va par une liste en fait des opérations que je dois réaliser ou que je réalise, pas la liste des opérations que je dois réaliser, mais celle que je réalise effectivement. Le temps perdu à aller chercher ma casserole qui est à l'autre bout de la cuisine, celle qui est tout en haut que j'ai du mal, où je dois appeler mon grand-fils parce que c'est lui, il est plus grand que moi, c'est lui qui a les bras le plus longs, donc il peut aller décrocher l'ustensile dans la cuisine. Et bien on va faire apparaître tous ces temps-là et on va les lister les uns derrière les autres. Et puis on va les catégoriser, comme vous voyez sur la partie droite, avec les codes couleurs. Alors c'est pas les codes couleurs, mais c'est plutôt le type d'opération qu'on va utiliser. Est-ce que c'est la vraie valeur ajoutée, donc une opération, ou est-ce que c'est plutôt du transport,
Par exemple, les opérations à valeur ajoutée, ça va être mélanger les produits, ça va être les cuire. Les opérations en non valeur ajoutée, ça va être plutôt ramasser ce qui a débordé de mon bol, par exemple. Des opérations de transport, encore une fois, ça va aller chercher la brique de lait dans le garage. J'en avais besoin tout de suite, mais elle est rangée dans le garage. Le contrôle, je vais goûter et je vais me brûler la langue parce que j'ai pas utilisé lorsque j'ai goûté les pâtes, c'était trop cuit. Les attentes, ça peut être le produit qui devait être décongelé et qui n'est pas encore décongelé, donc je suis obligé d'attendre un petit peu. Et puis le stockage, c'est tout le surstockage ou le temps de placement qu'on va faire pour mettre des étapes intermédiaires. Donc une fois que j'ai fait un peu lister toutes ces opérations-là, je vais les quantifier. À la fois en temps passé, encore une fois, si on veut accélérer plus, c'est la mesure principale que l'on va regarder, mais on peut aussi regarder la quantité transformée, combien de litres, de kilos de recettes j'ai produit, la distance parcourue, le poids manipulé, et puis on va essayer de quantifier un petit peu tout ça pour en fait le simplifier et accélérer mon temps de traversée. Donc vous retrouvez, si je vois sur le side, une description, vous voyez sur la partie gauche du fichier Excel la liste de toutes les étapes qui m'ont permis de réaliser mes opérations. Vous retrouvez en haut, au milieu de ce fichier Excel, les petits symboles de catégorie, donc avec le même code couleur que vous avez sur le slide précédent. Et puis je vois en fait que je passe très peu de temps sur la partie droite, sur la partie gauche, pardon, de mon fichier Excel. Alors, si vous suivez le petit schéma entrée, donc ça veut dire que je passe très peu de temps à faire des opérations à valeur ajoutée et beaucoup plus de temps, en tout cas du nombre d'opérations, à faire des opérations qui ne sont pas à valeur ajoutée. Et donc on va retrouver, en fait, après vous avez à droite des graphes d'analyse, et en fait vous voyez surtout en bas de ce slide-là 8,4% de temps de valeur ajoutée, c'est-à-dire sur tout le temps que j'ai travaillé, seul 8,4% de ce temps-là était consacré à de la valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien fait, mais par contre, en termes de réalisation de mon produit, de ma recette, je n'ai passé réellement que 8,4%. Le reste du temps étant du temps passé à chercher mes ingrédients, à aller à se déplacer dans ma cuisine. Et donc, pour améliorer ça, en fait, j'ai un certain nombre de verbes d'action qui vont me permettre de simplifier ce qu'on appelle l'analyse de déroulement et faire en sorte de simplifier et d'améliorer mon efficience. Donc, bien évidemment, je vais commencer par supprimer toutes les opérations à non valeur ajoutée, celles qui ne servent réellement à rien. Je peux permuter ou combiner les opérations de manière à faire en sorte d'optimiser un peu ma chronologie lors des opérations. Et puis après, bien évidemment, je vais essayer aussi d'améliorer ces temps d'opération. Comment je peux, plutôt que de monter mes œufs à la neige, par exemple, plutôt que de le faire au fouet, je vais utiliser un batteur électrique qui va me permettre de gagner du temps. Voilà un peu comment on peut chercher à améliorer ces opérations. Un outil qui est largement associé généralement à l'amélioration du poste aussi, du poste de travail, c'est ce qu'on appelle le diagramme spaghetti. Alors là, le lien avec la cuisine n'est pas volontairement fait, c'est le nom de l'outil, mais j'en profite. Donc effectivement, parce que le but du jeu de ce diagramme spaghetti, c'est de pouvoir suivre soit les opérateurs, soit le produit dans mon atelier, et puis dans notre cas, dans la recette. Et puis, si je suis de manière suffisante, ou pendant un certain temps, je me rends compte qu'à la fin, le trait que je vais avoir sur mon plan, ça va ressembler à un vrai pas de nouilles, d'où le nom du diagramme spaghetti. Et donc le but du jeu, vous le voyez surtout sur les deux images du bas, c'est faire en sorte que le flux de circulation soit le plus simple possible. Pour éviter que les flux se croisent, je vais faire en sorte après de décroiser mes flux et faire en sorte que mes spaghettis soient correctement alignés, plutôt qu'encore une fois d'avoir un mélange important. Donc, et ça, par contre, cet outil-là, c'est l'outil le plus simple, le plus basique, que vous pouvez mettre entre les mains de n'importe qui, et n'importe qui va comprendre comment fonctionne cet outil-là, et va voir, en tout cas, va commencer à voir apparaître un certain nombre de gaspillage. Je vais faire maintenant un petit aparté un peu sur un outil qui ne va dire pas spécifiquement lié au poste de travail, mais en fait, qui va utiliser la combinaison des deux outils ou des trois outils précédemment vus. Le 5S, l'analyse de roulement et spaghetti. C'est ce qu'on appelle le SMED, le temps de changement de série. Alors après la définition exacte, c'est le temps de changement de série entre la dernière pièce fabriquée et la prochaine pièce bonne fabriquée, prochaine pièce bonne fabriquée, excusez-moi, à la bonne cadence.
Mais c'est pour avoir trouvé. Alors si je fais l'analogie, en fait, encore une fois, avec ma cuisine, le but du jeu, en fait, c'est que si vous avez un brunch à préparer ou un repas de fête, vous avez un four à utiliser, il va falloir utiliser ce four de manière adéquate, de manière optimale, pour faire en sorte qu'il soit utilisé le plus longtemps possible. Donc, en fait, les outils qu'on va voir, cet outil-là va avoir un impact sur l'organisation. Et le but du jeu aussi, on va retrouver comment je vais m'organiser. Donc là, on n'est plus sur du pilotage. Mais le but du jeu de cet outil-là, c'est à la fois soit de supprimer des gouttes de rendement et de retrouver de la capacité, donc faire en sorte que mon four travaille le plus longtemps possible et que je puisse aller pouvoir terminer mes recettes ou tous mes plats le plus rapidement possible. Ou aussi, l'autre aspect de cet outil-là, c'est de trouver la flexibilité et faire en sorte que je puisse passer plein de recettes différentes dans mon four et m'organiser pour pouvoir y arriver. Cet outil-là se base en fait sur 4 méthodes qu'on va retrouver: identifier, séparer, convertir et réduire. La partie identifiée, en fait, on va retrouver directement l'analyse de déroulement qui va nous permettre en fait de lister les opérations que je réalise lors de mes différentes opérations. Et puis voilà, ça va nous permettre en fait de décrire comment se fait mon temps de changement de série. On va avoir on va voir ce qu'on appelle après séparer les opérations internes des opérations externes. Les opérations internes, c'est ce que je dois réaliser machine arrêtée, absolument machine arrêtée. Et les opérations externes, c'est ce que je peux faire machine en marche. Donc là, ça veut dire, en gros, on va essayer de voir tout ce que l'on peut faire en temps masqué. Donc bien évidemment, le but du jeu, c'est pendant que quelque chose cuit dans mon four, qu'est-ce que je pourrais faire en temps masqué? Donc, la chose la plus simple et évidente, c'est de préparer la recette d'après. Mais par exemple, on peut aussi se poser la question, c'est comment je peux optimiser le temps de non-utilisation de mon four. Je vais rapprocher mes plats, par exemple. Je vais faire en sorte que les plats soient à proximité du four lorsque je vais vider et recharger mon four et faire en sorte que ce soit vraiment appliqué. Je vais aussi, par exemple, me poser la question, et là on verra un petit peu sur les autres opérations, c'est où est-ce que je posais le plat chaud en sortie du four, comment mon poste de travail est organisé pour pouvoir poser le plat chaud. Pardon, excusez-moi. Donc, on va aussi essayer de faire en sorte que donc, des opérations qu'on appelle internes, encore une fois, qui doivent se faire machine en marche, et le transformer en opération externe. Donc, comment je peux, toutes ces opérations-là d'approche et ainsi de suite, faire en sorte que ça prend le minimum de temps et de manière à faire en sorte que le temps d'arrêt ou le temps d'ouverture du four soit le minimum possible. Et puis, bien évidemment, comme tout principe qu'on a dans le Lean, on va essayer aussi d'optimiser ces opérations internes et externes. Je vais pouvoir aussi me faire en sorte de limiter mes opérations. Par exemple, les ustensiles que je vais utiliser pour éviter de me brûler les mains, ils vont être à proximité du four et je vais organiser mon poste de travail, et c'est là où on va rejoindre le 5S. Je vais faire en sorte que ces ustensiles-là soient à proximité du four, encore une fois, ne soient pas à distance, pour que je ne perde pas les dents, ou surtout que je travaille en sécurité et que je ne me brûle pas les doigts. Et puis encore une fois, on va chercher à améliorer et rationaliser. Et donc l'objectif, vous voyez que soit je retrouve de la capacité parce que j'ai diminué mes temps de changement de série, et je peux aussi retrouver de l'agilité de manière à pouvoir passer plein de recettes différentes dans mon four parce que je vais optimiser et organiser ma façon de travailler pour pouvoir y arriver. Donc là, nous avons vu un certain nombre d'outils du poste de travail, mais ce ne sont pas les seuls. Encore une fois, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter sur les outils qui vont être abordés là-dessus. Le diagramme de flux, alors le diagramme de flux, c'est plutôt quelque chose qu'on va retrouver dans des activités transactionnelles qui vont nous permettre en fait de regarder le passage encore une fois, de dossiers papier ou de formulaires d'informations de ce type-là, et qui vont nous permettre surtout de voir le passage d'une responsabilité à une autre où il va y avoir beaucoup de temps d'attente. On peut aussi regarder, et c'est quelque chose qui va se rapprocher un peu sur le pilotage et sur le 5S, l'approvisionnement au bord de ligne. C'est comment je fais pour avoir mes composants en temps et en heure pour pouvoir travailler. Et donc là, le but du jeu, c'est d'avoir les bons ingrédients pour pouvoir faire ma recette de cuisine en temps et en heure. Nous allons maintenant discuter un petit peu sur la variabilité. La variabilité, c'est garantir la pérennité, pouvoir en fait garantir, identifier les écarts par rapport à une recette.
par rapport à un processus. Encore une fois, si je fais l'analogie à une recette de cuisine, vous avez fait X fois la même recette, mais elle n'avait pas tout le temps le même goût, ou le temps de cuisson n'était pas tout à fait la même, et une fois j'ai brûlé mon gâteau, une fois il n'était pas brûlé, ou pas assez cuit. Et donc, c'est des choses que l'on va retrouver en fait dans les processus de production, où comment dire, où en fait on va chercher à faire en sorte de pouvoir avoir on va chercher à faire en sorte de pouvoir avoir en fait une répétabilité de ce que l'on fabrique en termes de goût, pour être sûr, encore une fois, quand vous invitez des gens chez vous, que lorsque vous leur présentez un plat, vous ne risquez pas en fait, de leur présenter un plat qui est soit trop brûlé, soit pas assez cuit. Donc on va parler d'opérations standards. Alors si je reprends un peu la définition classique, donc c'est la meilleure combinaison du personnel, des machines, en utilisant le minimum de main-d'œuvre, de surface, du stock et d'équipement. Donc voilà, c'est le but du jeu, encore une fois, c'est de définir comment je vais pouvoir travailler. Encore une fois, le but du jeu de l'opération standard, on va parler de la variabilité, mais on va aussi avoir un objectif. On va avoir aussi un objectif d'optimisation et de faire en sorte de pouvoir être beaucoup plus efficient. On va retrouver un certain nombre de choses dans les opérations standards, mais le but du jeu, encore une fois, ça va être aussi de réduire la variabilité et puis d'être sûr d'atteindre la performance optimale. Donc sur le petit graphe en haut à gauche, j'ai une variabilité, j'atteins une fois de temps en temps la cuisson optimale de mon produit. Maintenant, je vais définir les temps de cuisson, je vais définir le matériel que j'ai utilisé, parce que peut-être qu'en utilisant une poêle acier ou plutôt une poêle alu, j'aurai peut-être pas le même résultat en termes de cuisson. Et donc, en ayant défini des standards, je vais réduire la variabilité, et tout en cherchant à obtenir la meilleure performance de manière systématique. Et autre chose que l'on a tendance à dire aussi sur le standard, en fait, c'est la cale du progrès. Lorsque je fais des modifications de mon processus de réalisation, de ma recette, je vais faire en sorte que cette recette soit écrite. C'est pas, je vais tester une fois de temps en temps, mettre un peu plus de sel, mettre un peu plus de poivre, mais par contre, il va falloir que je détermine combien j'en ai mis pour pouvoir le reproduire la prochaine fois. Et donc, ça va être cette cale du progrès que l'on va mettre en œuvre. Et donc, en fait, cette séquence de travail ou ce standard à long terme, en fait, on va avoir un certain nombre d'opérations à réaliser. Donc, ça va être la séquence d'étapes à réaliser, attribuée aussi à un opérateur, de manière à savoir qui fait quoi. Dans l'utilisation optimale des opérateurs, dans une cuisine, alors là, on va prendre plutôt l'image d'une cuisine d'un grand chef, là, on y a les étoiles venaient attribuées hier, par le guide Michelin, mais quand vous regardez l'organisation d'une cuisine, en fait, chacun a son rôle. Il y en a qui font des sauces, il y en a qui font la cuisson des viandes, d'autres qui font la cuisson des poissons, de manière à ce que chacun sache ce qu'il a à faire et ne vienne pas perturber l'autre opérateur. Harmoniser avec le temps, cette séquence de travail est harmonisée avec le temps, parce qu'encore une fois, je dois pouvoir réaliser mon travail et j'ai un objectif de temps dans ce que je dois réaliser. Et puis une quantité d'encours définie, encore une fois, je ne vais pas fabriquer plus que nécessaire. On va retrouver encore une fois un des principes d'action du Lean, de manière à avoir la bonne quantité en sortie. Parce que si j'en fais plus que nécessaire, je risque d'avoir à jeter des produits qui vont se détériorer ou des produits qui ne vont pas être mangés. Et donc ça va faire du gâchis, du gaspillage dans mon restaurant. Et puis en fait, une opération standard, après ça c'est une représentation, un modèle, vous en avez autant que vous voulez. Par contre, ce qui est intéressant de le faire, c'est bien évidemment de décrire les étapes, mais aussi vous voyez un petit carré jaune, une petite croix noire. En fait, le but du jeu, c'est sur les standards, c'est bien de définir les points clés qualité et les points clés sécurité. Et ne pas juste définir ces points-là, c'est de définir en quoi ce point clé est un point clé qualité et en quoi ce point clé sécurité est un point clé sécurité. Par exemple, lorsque je définis une température de cuisson ou un mode de fonctionnement, je vais expliquer ce point clé est un point clé qualité parce que si je ne respecte pas ça, voilà ce qui va se passer. Et le fait pour l'opérateur, pour le cuisinier de comprendre quel est l'objectif de ce point clé sécurité, il va être d'autant plus intégré, d'autant plus facilement compris et donc respecté que si j'en comprends l'aboutissement. Donc c'est vraiment quelque chose d'important de faire apparaître ce point-là. On peut parler aussi du système Poka-Yoke. Donc le Poka-Yoke, c'est le système anti-erreur.
L'objectif étant de détecter les erreurs le plus tôt possible et surtout éviter qu'ils se propagent. C'est comment on va faire, quelle méthode de travail on pourrait mettre en œuvre pour éviter que des erreurs dans mon processus pourraient se réaliser. Donc typiquement, pour vérifier que mes œufs sont en neige, je vais renverser que mes œufs en neige sont démontés, je vais renverser mon bol pour vérifier si ça tombe ou pas. Voilà, c'est un des outils de contrôle qu'on peut faire. Donc là, c'est plutôt un contrôle destructif, donc il faut faire très très attention. Par contre, il y a des choses qui sont assez simples qu'on va utiliser. Sur les salières et poivrières, alors en tout cas, il se passait un certain temps où vous avez un petit S qui était dessiné en point et un petit P qui était dessiné en point. Comme ça, vous ne pouvez plus confondre le sel et le poivre. Et donc, ça évite de faire des erreurs. Donc, vous voyez que vous pouvez en fait utiliser un certain nombre d'outils, un certain nombre de choses simples qui vont nous permettre de faire en sorte d'éviter les erreurs. Et puis après, derrière, vous avez quelques illustrations, les formes. C'est plutôt les outils que l'on utilise, en fait, alors ça c'est plutôt pour les enfants, où je ne peux pas mettre quelque chose de carré dans un truc rond, ça va m'empêcher de faire l'erreur. Et puis vous avez le numéro 5 qui est plutôt la checklist. La checklist, même si on peut dire que c'est quelque chose de rétrograde, c'est un des outils les plus efficaces. Je me permets de vous rappeler que les pilotes d'avion font toujours leur checklist avant de décoller. Et puis encore des exemples simples de Pokayoke, les prises de courant, débuter au milieu, puis on voit aussi la petite boutage, le fil rouge sur le bouton rouge, qui permet aussi de détecter rapidement des erreurs. Et ça, c'est des choses que l'on peut mettre facilement en place dans des outils qui permettent en fait d'assurer de s'assurer de pouvoir faire bon du premier coup et donc diminuer la variabilité, encore une fois, avec l'exigence de faire des bons produits. D'autres outils sur la variabilité, donc on a tout ce qui est méthode de résolution de problème, encore une fois, qui nous permettent de détecter, de corriger et surtout d'aller à la source des problèmes et faire en sorte que le problème ne réapparaisse pas. L'AMDEC, analyse des modes de défaillance, leur criticité, donc qui est plutôt un outil à utiliser en prévention. L'objectif est donc de se poser la question, c'est qu'est-ce qui pourrait mal se passer et faire en sorte de pouvoir mettre en place des parades sur ceux qui pourraient mal se passer. La MSP, maîtrise statistique des procédés, des processus, qui va nous permettre en fait d'utiliser et de pouvoir contrôler les dérives du processus dans son comportement naturel avant que le problème n'apparaisse réellement sur le produit final. Et puis aussi le randon. Donc l'objectif, c'est plutôt un signal qui permet d'alerter lors de la détection d'un problème et de réagir rapidement. On va essayer de faire en sorte que le problème ne se propage pas dans la ligne de fabrication. Je vais vous parler aussi un petit peu du pilotage de la performance. Alors j'ai surtout centré sur mon poste de travail par le management visuel. Le lean, en fait, on va beaucoup faire en sorte que lorsque je rentre dans un atelier ou dans une salle de travail, je vais comprendre où en est la situation. Donc me faciliter le travail, encore une fois, je refais le lien avec le 5S parce que je vais standardiser mon poste de travail et faire en sorte que les choses soient rangées correctement, en tout cas facilement rangeables, ou détecter s'il manque un outil. Mais aussi, je vais pouvoir piloter, quand je vais utiliser l'exemple des cubes en carton, par exemple, pour savoir le stock que j'ai. Donc, le but du management visuel, encore une fois, c'est dans mon poste de travail, l'objectif, c'est de savoir quelle est la situation. Donc, ça va me servir de faire un support de communication. Ça me permet aussi de stimuler la discussion et le progrès. Encore une fois, je pourrais facilement voir les écarts par rapport à la référence. La référence étant visuelle, je vais pouvoir détecter rapidement qu'est-ce qui pourrait être en dehors de la référence. Bon, favoriser l'échange de savoir-faire à l'expérience, là on retrouve sur la partie intelligence collective. Faciliter l'apprentissage, encore une fois, lorsque, par exemple, je reprends plutôt le rangement de la cuisine, mais si mon standard est bien défini et correct, je vais apprendre d'autant plus facilement à ranger ma cuisine, si les règles sont bien définies, sont claires, que si en fait il n'y a pas de règles, et puis je vais redéfinir, réalimenter les règles. Alors quelques outils de contrôle visuel, ça passe par des tableaux, ça passe par du suivi heure par heure. Par exemple, l'objectif du suivi heure par heure, sur mon opérateur, c'est de savoir où est-ce qu'il devra en être à cet instant T. Donc par exemple, si je reprends un peu mon analogie avec la cuisine, et puis nous sommes le dimanche, je suis en train de préparer un brunch,
il va falloir un certain nombre de plats à préparer. Est-ce que je suis à l'heure par rapport à tous les plats que je préparais pour pouvoir commencer mon brunch à la bonne heure. Le marquage au sol, où je dois ranger mes affaires, ça me permet aussi de faire du pilotage. Si j'ai trop de stock en bord de ligne, encore une fois par rapport à mon 5S, je vais déborder et je ne vais pas pouvoir travailler de manière efficacement. Donc le fait de marquer au sol les choses va me permettre de comprendre tout de suite ce qui se passe. Et je reprends mon exemple du stockage d'études en carton. Alors vous allez retrouver cette principe du management visuel. Alors là, je positive des messages, c'est plutôt lorsque l'on veut faire apparaître des choses et on va essayer d'éviter d'avoir des messages négatifs. L'écho, on va plutôt monter vers le haut, on ne va pas compter les morts, par exemple. Hein. C'est une expression qu'on utilise régulièrement en termes de pilotage, mais le but du jeu, c'est d'avoir un pilotage qui soit efficace, qui me permet de corriger, et puis pas plutôt d'avoir une observation de ce qui s'est passé le mois dernier, et ne plus savoir les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. J'utilise le point numéro 4 quand je suis informé en 10 secondes de lecture. Le but du jeu, c'est quand j'arrive dans ma cuisine, je sais tout de suite où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis en retard par rapport où je devrais en être? Est-ce que les recettes sont bonnes, elles sont bien faites? Est-ce que je les ai goûtées et tout va bien? Encore une fois, ce management visuel va me permettre de valider, de vérifier la situation actuelle et faire en sorte que je puisse progresser. Et encore une fois, si on repart dans les outils de pilotage de performance, on voit le management visuel en est une partie, mais on l'associe surtout à ce qu'on appelle la supervision active, avec les animations à intervalles courts. L'objectif étant de faire un point suffisamment fréquent par rapport à mon activité pour m'assurer de l'avancement. On a aussi le tour de terrain. Le but du jeu du tour de terrain, c'est pour le manager, pour le superviseur, d'aller vérifier un certain nombre de choses de manière proactive et de ne pas attendre que les problèmes lui tombent dessus. Le passage de consignes, encore une fois, c'est le même principe. L'objectif étant de pouvoir, de manière structurée, passer les consignes d'une équipe à une autre et faire en sorte de pouvoir assurer la performance. Donc, encore une fois, on a balayé peu d'outils qui sont liés au poste de travail, mais vous voyez qu'il y en a encore un certain nombre sur lesquels on pourrait discuter. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la logique de mise en œuvre, parce qu'on parle d'amélioration continue, de remise en cause, d'intelligence collective, mais comment on met en œuvre tout ça? En fait, il y a deux grosses méthodes, ce qu'on appelle l'amélioration continue, donc le Kaizen dans son sens original, le pas à pas, où je vais en fait profiter, encore une fois, de tous les problèmes qu'il peut y avoir au quotidien pour essayer de m'améliorer. Donc je vais essayer d'éliminer un peu toutes les causes de petits problèmes. Mais par contre, ça, c'est des petits gains qui sont sur la longueur, donc qui sont très intéressants. Mais il y a un autre mode d'action qu'on appelle plutôt la Kaizen Task Force, le Kaizen Blitz ou la percée Kaizen, par exemple, le mode par percée, le mode de fonctionnement par percée. L'objectif étant, dans un temps raccourci, d'avoir des gains importants et de faire en sorte de pouvoir profiter rapidement d'amélioration. Et ça, c'est plutôt quelque chose que l'on fait sur une semaine. Encore une fois, quand je parle de gains importants, l'objectif étant de gagner 20, 30, 40%, et pas juste quelques pourcents à la marge. Je vous ai repris l'exemple du 5S en tout début de présentation. Passer de 150 m² à 50 m² ou à 100 m² d'atelier utilisable, j'ai déjà gagné 33% de surface au sol. Donc c'est ce que l'on va chercher, alors que si je rangeais petit à petit, ou j'organisais mon poste de travail petit à petit, là ces 50 m², je ne les aurais peut-être pas forcément, et puis je les aurai au bout d'un an. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder de manière efficace. Et bien évidemment, et vous voyez en bas de ces deux roues du progrès, la mise en place de la cale. On a parlé de standardisation, de pérenniser, de dicter pérenniser sur le 5S. La mise en place de la cale est quelque chose de très important dans la démarche fine. L'objectif étant de pouvoir capitaliser sur les progrès que nous avons mis en œuvre. Et puis on va travailler sur cette logique, à la fois une logique descendante, parce qu'encore une fois, il y a une impulsion à donner par la direction, mais aussi une approche ascendante, encore une fois, la partie intelligence collective va me permettre de faire remonter un certain nombre de choses et de pouvoir travailler de manière efficace et collective. Et puis encore une fois, juste une petite partie qui vous permet en fait de voir un peu comment je pourrais utiliser, donc c'est un rappel simplifié d'un des premiers slides que je vous ai passé pour pouvoir utiliser les outils à bon escient. Et puis encore là, une autre illustration de ces outils-là. Le but du jeu, en fait, c'était d'utiliser un certain nombre d'outils qui sont suffisamment simples
tels que le 5S, ça résout le problème pour récolter les fruits mûrs, des choses qui sont assez simples à récolter. Et par contre, on peut aller beaucoup plus loin en utilisant des outils beaucoup plus complexes, tels que le Sigma, par exemple, et qui va me permettre d'aller chercher des fruits un peu plus compliqués à aller chercher, mais m'assurer d'une performance accrue. Mais encore une fois, le but du jeu étant déjà de pouvoir, tout ce que l'on peut gagner, on va essayer de le gagner, et pas partir sur des projets qui vont durer 6 mois, 1 an, alors que des gains sont déjà à portée de main. Donc on va essayer d'en profiter rapidement. Voilà pour la présentation. Donc là, je vous ai passé un certain nombre d'outils et puis un peu les démarches de mise en œuvre. Je vais vous parler un petit peu des certifications justement que nous pouvons faire chez Excel et qui vont permettre de découvrir et de mettre en œuvre un peu tous ces outils et voir un peu la logique d'utilisation de ces outils-là et les démarches et comment on peut aller jusqu'au bout. Donc on va retrouver un peu les niveaux de ceinture comme au judo, mais qu'on trouve aussi en Six Sigma, donc le Yellow Belt qui est plutôt une introduction aux outils du Lean. Le Green Belt, donc qui est à la fois qui intègre le module Yellow Belt et le module Green Belt, donc qui se fait en 2 fois 3 jours et qui permet d'intégrer des outils complémentaires. Et puis après, on peut aller au-delà avec la partie Black Belt, donc qui va être plutôt un approfondissement de certains outils spécifiques, mais aussi la mise en place de la démarche Lean. L'objectif étant de faire en sorte, encore une fois, de ne pas se retrouver avec un catalogue d'outils, mais d'utiliser ces outils à bon escient et de faire en sorte que ces outils s'intègrent dans une démarche de progrès et d'amélioration de l'entreprise. Et bien évidemment, en fait, tous ces stages que vous pouvez suivre avec Excel vont vous permettre d'avoir une certification professionnelle et qui, en fait, nous avons, pour assurer cette tierce partie, c'est pas juste Excel qui dit que vous avez bien travaillé et que vous avez travaillé correctement, mais nous avons une tierce partie qui va nous permettre d'avoir un tampon extérieur sur la formation que vous avez suivie, la mise en application de la formation que vous avez suivie. Et cette tierce partie, c'est l'école polytechnique, Executive Education, et qui va se placer en fait par une évaluation continue, ce qu'on appelle un passeport, un QCM de fin de stage qui va nous permettre quand même de vérifier le savoir que vous avez fait, et puis une soutenance à distance, alors téléphonique ou peut-être en visioconférence, qui va vous permettre de soutenir en fait le projet que vous avez réalisé en entreprise et faire en sorte de pouvoir avancer, en tout cas de valoriser vos actions de progrès. Oui, je reprends la main. Donc on va maintenant passer aux questions. Donc d'abord, merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. J'espère que ça a été clair. On a quand même toujours des questions en fin de session. Donc il y a pas mal de questions assez généralistes, mais aussi des questions assez spécifiques au cas. Donc je vais essayer de poser le maximum de questions. Donc la première, c'est quelle est la différence entre TPM et amélioration continue ? Alors, la TPM, Total Productive Maintenance, en fait, va utiliser des outils d'amélioration continue. L'objectif de la TPM étant de faire en sorte que mon outil de production soit disponible lorsque j'en ai besoin. Et donc, pour pouvoir s'assurer de cette disponibilité, je vais utiliser des outils d'amélioration continue de manière à faire en sorte que ma machine soit la plus efficace possible. Donc, entre autres, on va faire de l'analyse de déroulement, on va faire du synthèse de la machine. On va faire en sorte aussi d'organiser correctement le travail de l'opérateur autour de la machine et faire en sorte que l'opérateur, par exemple, s'approprie la machine en faisant de l'automaintenance. Donc en fait, l'opérateur va commencer à s'accaparer la machine parce qu'il va être capable de reconnaître un peu les petits défauts, les petites pannes de la machine, et donc va être capable de les réparer lui-même, et aussi, par l'amélioration continue, faire en sorte que ces problèmes apparaissent le moins souvent et nous permettent d'avoir des gains importants. Merci. Donc on a une autre question, une personne qui demande si le SMED est utilisable sur une personne qui traite des incidents SI et qui subit un goulot d'étranglement. Oui, alors je n'ai pas forcément l'illustration directement sur la partie du système SI, mais si on peut reprendre un petit peu l'analogie avec de l'opération, quand je dois dépanner quelqu'un, comment je vais m'organiser, par exemple, puisqu'on va considérer que si on reprend la définition du SMED, c'est de minimiser le temps de changement de série, et puis là, en fait, je vais me rapprocher en fait, de l'intervention de quelqu'un qui gère un système SI, faire en sorte en fait, que le serveur
soit le moins arrêté possible lorsque je vais réaliser un certain nombre d'opérations. Donc le but du jeu du SMEC, ça va de regarder qu'est-ce que je dois préparer en amont, en aval, qu'est-ce que je dois préparer en amont de manière à faire en sorte, lorsque je tombe le serveur et que je dois le redémarrer, que ce temps de redémarrage du serveur soit le plus court possible. Et de manière à limiter le temps d'arrêt du serveur. Donc il y a un certain nombre d'opérations à faire en amont, d'autres opérations que je peux faire après l'arrêt du serveur, de manière à pouvoir optimiser ce temps d'arrêt du serveur, par exemple. Merci. Alors, j'ai une personne qui me dit « Le couplage du MRP avec un système MES peut nous aider dans notre analyse, mais quels sont les pièges à éviter ?» Oui, je peux. Alors, le couplage du MRP avec un système MES, donc ils trouvent ça intéressant dans leur analyse, mais quels sont les pièges à éviter? Alors, une des choses que l'on met en place lorsqu'on met du Lean, en fait, c'est aussi de simplifier la récolte de l'information. Alors, on a par le MRP et par le MES, alors si j'entends bien MRP par le Material Resource Planning et pas par la méthode de résolution de problème, en fait, on va avoir un certain nombre d'informations qui vont nous être montées par le système. Après, le but du jeu, c'est de pouvoir exploiter ces informations. Donc, ce qu'on va surtout plutôt à faire dans une démarche, c'est de simplifier la récolte des informations, faire en sorte que ce soit plutôt l'opérateur qui va collecter l'information, mais avec des choses qui lui posent réellement, collecter l'information sur les choses qui lui posent réellement problème au quotidien, de manière à les simplifier. Donc, on va essayer de faire en sorte de simplifier cette récolte d'informations, de manière à pouvoir en sortir des choses sur lesquelles je vais pouvoir agir. Et pas avoir une multitude d'informations sur lesquelles, en fait, je vais avoir du mal à traiter les choses simples. Après, je pourrais y aller par d'autres démarches, mais déjà dans le premier temps, faisons du simple. Merci. Alors, j'ai une question plus générale. Une personne demande qu'est-ce que la CAL SMQ? Alors, le SMQ, système de management de la qualité, donc en fait, c'est votre système ISO 9000. Rien de plus compliqué. Et puis, encore une fois, la CAL, c'est faire en sorte de tous les progrès, toutes les améliorations que nous avons définies, on va faire en sorte qu'elles deviennent pérennes et faire en sorte qu'elles soient réalisées et utilisables tout le temps. Merci. Comment peut-on diminuer une variabilité sur un processus de nouveaux produits permanents? Un système de nouveaux produits permanents. J'ai du mal un petit peu à comprendre ce que ça veut dire. Alors après, si c'est sur le projet de développement de nouveaux produits, et bien en fait, en mettant du pilotage sur le système de projet, le système de développement de produits, on va pouvoir faire en sorte que en fait, le moindre retard soit tué dans l'œuf et faire en sorte de pouvoir tuer et éliminer tous les retards possibles et imaginables en se synchronisant, en s'organisant en fait, dans les différents métiers des acteurs du projet de manière à pouvoir avancer rapidement. Alors, j'ai une autre personne qui demande si les outils AD et diagrammes spaghetti font partie du SMED. Alors, on va dire que ce n'est pas les outils qui font partie du SMED pur et dur en tant que tel. Lorsque je dis que le SMED, c'est le temps de changement de série, mais c'est des outils qui vont être forcément utilisés lorsque je fais du SMED, puisque en fait, le but du jeu, encore une fois, la première étape étant d'identifier les étapes, l'analyse de déroulement va me permettre en fait de lister ces étapes-là et de regarder combien de temps elles prennent. Et puis de la même façon, lorsque je vais vouloir diminuer, optimiser mon temps de changement de série, je vais vérifier en fait les déplacements qui sont faits par les opérateurs. Donc ces deux outils-là, l'analyse de déroulement et puis le spaghetti vont être utilisés déjà pour au moins décrire la situation initiale, et puis après vont me permettre de redéfinir la situation cible. Et de la même façon, le 5S, encore une fois, j'en ai parlé, le 5S va permettre aussi d'organiser, aménager mon poste de travail pour faire en sorte que mon changement de série cible puisse se faire de la meilleure façon. Alors, une personne demande comment mieux impliquer les fonctions support, méthode, maintenance via les outils Lean à l'objectif de prod. Alors, pour pouvoir, en fait, les fonctions support, on va utiliser différents outils. J'ai parlé de la supervision active. Le but du jeu de la supervision active, c'est de se poser la question sur l'atteinte de la performance des objectifs du jour. Qu'est-ce que j'aurais dû faire hier? Est-ce que j'ai réussi à le faire? Pas le faire. Et se poser la question, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas réussi à le faire? Lors de cette réunion courte
qui va durer 5, 10, 15 minutes, pas plus, on peut faire intervenir des fonctions support qui vont nous permettre en fait de trouver des solutions rapides, ou en tout cas, si ce n'est de trouver des solutions rapides, c'est prendre l'action et de pouvoir traiter le problème sur leur bureau, et ainsi de suite. Mais ça permet aussi de communiquer ensemble sur le problème et avoir le contexte réel du problème. Donc ça, c'est une des premières actions. Une des deux actions que l'on peut mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle les UAP, les unités autonomes de production, où l'objectif étant de rapprocher les fonctions support du terrain, de manière, et éventuellement, et surtout de les mettre par exemple dans le même bureau, de manière à ce que les fonctions support entendent, écoutent le quotidien de ce qui se passe et comprennent les besoins qu'il y a dans l'atelier. Typiquement, je peux utiliser une illustration, dans une usine sur laquelle il y avait des presses, il y avait des changements d'outillage à faire, et donc on va dire le service support qui devait fournir les outillages ne participait jamais, et forcément il y avait une rancœur qui naissait entre la production et puis le service outillage. On les a fait juste participer à la réunion de lancement le matin, et puis maintenant ils se font presque la bise en sortant de réunion. Ils se disent merci, au revoir et bonjour, alors qu'avant ils ne le faisaient pas. Merci. Une personne demande, quand vous démarrez une démarche d'amélioration sur un gros site, quels conseils donneriez-vous pour implémenter cette démarche? Alors, de toute façon, déjà, quand on commence une démarche sur un site, on ne va pas modifier le site en entier. On va plutôt commencer à utiliser ce qu'on appelle des chantiers pilotes. Le but des chantiers pilotes, en fait, étant de montrer que ce que l'on est en train de dire en termes d'outils, que le 5S, par exemple, c'est quelque chose qui marche. Et puis, on va utiliser aussi Radio Café. Ça va nous permettre d'utiliser Radio Café pour faire en sorte que, en fait, la bonne parole se propage et qu'on va pouvoir utiliser, en fait, déployer le 5S sur tout le site. Alors, ce qu'il faut, c'est éventuellement, si on est sur le site, et après, encore une fois, ça dépend de la distance des sites entre eux, mais c'est soit faire 2 chantiers pilotes, un par site, ou soit faire du partage d'expérience entre les sites de manière à pouvoir s'améliorer. Merci. Alors, une personne trouve que les comparaisons sont très tournées industrie et du coup demande si le Lean peut facilement s'adapter au monde du tertiaire et de l'office. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé d'utiliser un peu l'analogie avec la cuisine pour sortir du manufacturing. Mais effectivement, en fait, tout ce dont on vient de parler, en fait, s'applique fortement à tous les secteurs d'activité. Les principes du gaspillage, les principes, par exemple, même du 5S. Dans une entreprise, on peut parler, par exemple, le rangement des dossiers informatiques ou des fichiers informatiques dans un serveur. Combien de temps vous mettez à retrouver votre dossier ou votre fichier sur votre serveur informatique. On peut retrouver là de l'efficacité et de l'efficience en optimisant, en organisant, en faisant en sorte que ce temps de recherche soit le plus court possible. Donc effectivement, tous les principes dont on a parlé sont largement applicables à tous les types d'activités. On a parlé là, de services ou peut-être de milieu hospitalier, mais on peut utiliser du Lean ou les outils du Lean dans, par exemple, des chantiers de construction en génie civil, où maintenant on peut utiliser ces principes-là parce que même si on n'est que sur un projet, un produit unique, et bien malgré tout, des principes de chasse au gaspillage sont facilement applicables et on peut gagner des temps de traversée importants. Alors, on va prendre la dernière question et justement une personne qui demande quelle était l'erreur du coup dans la diapo des sacs gaspillage. Donc nous allons y revenir. Alors, je remonte un petit peu les slides. On va y arriver. Voilà. Hop, je suis allé un petit peu trop loin. Donc en fait, c'était sur le chiffre numéro 4, où en fait il a été utilisé, anticipé de parler de la sous-utilisation des compétences. Hein, c'est celui que vous retrouvez sur le 8e slide, ce que j'appelle le pire des gaspillages. Et en fait, ce quatrième gaspillage, c'est les gestes inutiles. C'est-à-dire les opérations que l'on réalise mais qui n'apportent rien à la valeur ajoutée du produit. On retrouve généralement dans cette catégorie-là tout ce qui est contrôle supplémentaire que l'on réalise, mais aussi ce qu'on appelle aussi faire et défaire, par exemple.
Donc c'est tous les gestes qui n'apportent pas directement de la valeur ajoutée. Je te remercie. On va conclure du coup cette session pour finir à l'heure. Je vais simplement monter un peu les slides. Donc en tout cas, merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. Merci à tous d'avoir été nombreux avec toutes vos questions. Il y en a encore à traiter. On essayera peut-être sur certaines de revenir vers vous, mais c'est vrai que c'est toujours assez restreint dans le temps. On n'a pas le temps de traiter tout. Mais j'espère quand même que vous avez eu pour la plupart vos réponses. Je vais simplement faire un petit slide sur les prochaines dates de webconférence. Donc la prochaine traitera du DDMRP et pas du DDMPR. Une petite erreur sur le slide s'est glissée. Et donc elle aura lieu le 17 mars et nous allons ouvrir les inscriptions bientôt. En attendant, vous pouvez toujours revenir sur nos précédents événements en allant consulter notre site internet rubrique événements et vous pouvez voir tous les replays des précédentes webconférences et la liste des prochaines. Voilà, donc je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à nous appeler pour toute question au niveau des formations, le financement, ce genre de choses. Les conseillers sont vraiment à votre disposition. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, je vais vous souhaiter un bon appétit et un bon week-end à venir. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.